Comment cet avocat a défendu une femme qui a tué 3 de ses bébés, dont 2 qu'elle a congelés et 1 qu'elle a brûlé. Installez-vous bien, ça va vous émouvoir. D'un cœur qui a écrit l'histoire. Je crois qu'il faut qu'on voit jusqu'à la fin de mes jours. Dire qu'elle est irresponsable, j'en sais rien, mais je sais en tout cas qu'elle est malade et que sur ce point, les experts sont d'accord. Ils parlent d'état pré-psychotique. En 2006, alors que le couple réside à Séoul, le mari de Véronique Courgeot découvre dans son congélateur le cadavre de 2 bébés. La justice se saisit alors de l'affaire et c'est le début d'une histoire dramatique. Elle commence par tout nier, elle donne des conférences de presse où elle clame son innocence, mais tout ça ne résistera pas à la force des preuves par ADN, après lesquelles elle avouera avoir tué les 2 bébés dont le cadavre était dans les congélateurs et brûlé un 3e. C'est alors le début d'un procès qui marquera l'histoire. À ce moment, l'opinion publique est horrifiée face à un acte qualifié de monstrueux, et a raison. Vous êtes l'avocat, vous devez la défendre. Comment vous vous en sortez quand vous faites face à des jurés en cour d'assises qui sont eux-mêmes issus de l'opinion publique? Et c'est là qu'intervient maître Henri Leclerc. Mais à ce stade, vous vous êtes peut-être demandé comment son mari pouvait ignorer les faits quand il a découvert les cadavres dans le congélateur. Eh bien, le procès commence justement par les témoins, ses proches. Et là, réponse stupéfiante, aucun d'entre eux ne s'est jamais rendu compte qu'elle avait ne serait-ce qu'été enceinte, alors même qu'elle avait déjà eu 2 enfants par le passé. Et surtout qu'ils l'ont vue en maillot de bain pendant sa grossesse. Et c'est là le point le plus important de l'affaire, elle avait fait des dénis au moins partiels de sa grossesse. Sauf qu'à cette époque, c'était très peu connu des experts et donc du jury. Et comme ça ne paraît pas rationnel à ce moment-là, plutôt que d'essayer d'expliquer l'inexplicable, l'avocat va se baser sur les émotions. Pour ça, il va découper sa plaidoirie en 3 étapes. Première étape, créer un lien avec le jury. Maître Henri Leclerc n'est pas de ces avocats qui plaident de manière grandiloquente, avec un langage empoulé. Non, il parle normalement, comme si c'était votre ami avec qui vous discutiez. Moi, je suis quelqu'un qui improvise beaucoup mes plaidoiries, c'est-à-dire que je ne les lis pas. C'est-à-dire que certes, j'y ai pensé avant, surtout quand ce sont des dossiers extrêmement compliqués, mais en même temps, je veux être directement en contact avec les jurés, leur parler, leur dire ce que j'ai sur le cœur. C'est-à-dire cette propension qu'il a à parler, et à parler aux gens comme à plaider, comme on parle à quelqu'un pour le convaincre. Quand on a quelqu'un qu'on aime bien, un proche. Et cette proximité, ça crée un lien avec le jury. Dès le début, il dit « La peine réclamée est lourde, il va nous falloir voir si elle est juste. » Ou encore « Oublions l'extérieur. Faisons comme si nous étions entre nous, vous et moi. Nous allons nous parler pour un moment. Nous allons essayer de comprendre et de réfléchir. » On n'a plus un avocat manipulateur contre un jury qui essaye d'y voir clair. On a des êtres qui, ensemble, cherchent la meilleure solution, la meilleure décision à prendre. Il annonce d'ailleurs directement la couleur en disant « Je ne vous demanderai pas d'acquitter Véronique Courgeot. Vous allez donc prononcer une condamnation. Ce que je vous demande, c'est que cette condamnation soit porteuse non de désespoir, mais d'espoir. » Et il rappelle d'ailleurs qu'il pense aux victimes autant que le jury. Depuis 18 mois, je vis avec l'image de ces bébés, comme vous d'ailleurs depuis le début de ce procès. Parce que ces bébés, ce sont les vôtres, Véronique, mais ce sont les nôtres aussi. Deuxième étape ensuite, il va essayer d'humaniser l'inhumain et comme il le dit très bien lui-même, de ramener cette personne vue comme un monstre dans la communauté des êtres humains. On défend quelqu'un, il faut faire apparaître comme un être humain comme les autres. Et là, véritablement, c'est rare que je me sois trouvé en difficulté totale. Pour ça, il utilise beaucoup son prénom et surtout, il rappelle que la personne qui a beaucoup souffert dans cette histoire, c'est aussi sa cliente. Il dit « Je pense aux moments de souffrance psychique et physique épouvantable de cette mère qui accouche, toute seule, sans sage-femme, sans médecin, sans matrone, sans personne. Elle a oublié aujourd'hui la douleur. Elle se souvient juste d'un passage dans son corps et de sa main sur un visage. » Et d'ajouter plus clairement encore « Oui, cette femme a souffert et elle souffre toujours. Je veux bien tout entendre, mais je suis sûr d'une chose. Cette femme n'est pas un monstre. Cette femme est une femme sensible, douce, fragile, aimant ses enfants, aimée de tous ses amis. » Une fois le lien créé avec le jury, une fois sa cliente humanisée, ramenée dans la communauté des hommes, il termine par la 3e étape, le sens de la peine. Ici, il plaide coupable. Ça veut dire qu'il ne dit pas « ma cliente est innocente », il dit « ma cliente est coupable, mais ».
Et ensuite, il déroule les circonstances pour essayer d'expliquer l'acte et non pas le justifier. Il dit au jury « N'acceptez pas, mais au moins comprenez ce qui l'a mené à arriver jusque-là ». Sa plaidoirie n'est donc pas sur la culpabilité, mais sur la peine. La peine, elle a plusieurs sens. On peut envoyer en prison quelqu'un pour plusieurs raisons. Ici, on va en retenir juste deux par souci de simplicité. Punir un acte et éloigner de la société un criminel qui serait dangereux pour elle. Il va choisir de se concentrer sur le second, l'enjeu d'éloignement d'un criminel dangereux, et il va dire « Croyez-vous qu'elle représente un danger ? Elle n'est pas dangereuse cette femme, elle n'est pas dangereuse. Certes, vous avez certainement envie de punir la mort des bébés. Mais le problème de demain, ce n'est pas le bébé, il est mort le bébé. Le problème, c'est cette femme et ses enfants. Ces enfants, ils nous disent quelque chose, Nicolas en particulier. Ils ne comprennent pas, ils s'interrogent, mais ils continuent à aimer maman parce que maman les aime. C'est vrai. S'il y avait une seule chose pour laquelle elle vous supplierait, ce serait pour vous demander « Laissez-moi revoir mes enfants ». Bien sûr, les enfants aussi, s'ils étaient là, vous supplieraient. Qu'est-ce que ça change qu'elle reste en prison ? Quel est l'intérêt pour notre société ? Nous le savons, le prix de la vie, nous le savons, le prix de la vie d'un bébé, cela ne changera rien. Celle que vous avez à condamner est certes une femme déchirée, mais c'est aussi un peu les enfants qui attendent ce soir, qui attendent pour savoir ce qui va se passer et qui voudraient qu'elle sorte. Ça vous paraît exagéré peut-être ? Non, je ne voudrais qu'elle sorte. Qu'est-ce que vous avez à craindre ? Elle n'est pas dangereuse. Et il termine en disant « Je vous demande l'impossible, parce que l'impossible me paraît juste, tout simplement. Juste pour elle, juste pour Jules et Nicolas. On leur permettrait de se reconstruire avec leur maman. On permettrait à leur maman de continuer à déchirer ses brumes et à devenir une femme simplement, aux côtés de son mari, en portant au fond d'elle-même jusqu'à la fin de ses jours le poids terrible de ce dont elle prend conscience, jour après jour, petit à petit. Elle ne clive plus. Il lui faut maintenant accepter la vérité. Vous avez tué vos enfants, Véronique, acceptez-le, portez-le et allez maintenant retrouver les autres. Après ces 3 étapes, après cette plaidoirie déchirante, impactante, elle sera finalement condamnée à 8 ans de prison, mais avec la détention provisoire, la thérapie suivie en détention et les réductions de peine, elle sortira après moins d'1 an. Et vous, si vous étiez jury et que vous aviez entendu cette plaidoirie, qu'est-ce que vous auriez fait ?